Voici la Terre, ou disons plutôt une représentation de celle-ci que j'ai faite pour cette exposition. Formée il y aurait 4,5 milliards d'années, c'est une vieille dame, ou une adolescente, qui pourrait être en pleine forme si certains de ses habitants, nous, les humains, n'étaient pas aussi gourmands, en besoins d'origine et de type très variés. Des besoins fondamentalement nécessaires à la vie, d'autres de nécessités douteuses, et somme toute polémiques. Nous y reviendrons. Pour rappel, la Terre orbite autour du Soleil, non représenté dans cette exposition malgré son rôle essentiel, bien sûr. Et son axe de rotation est incliné, créant ainsi ce que nous appelons les saisons. Précisons aussi que sa trajectoire ne se fait pas sur un cercle, mais sur une ellipse. Enfin, c'est une planète tellurique. Ce mot qui peut faire penser à des romans de science-fiction veut simplement dire qu'elle est constituée principalement de roches et de métal, contrairement aux planètes gazeuses comme Jupiter. Voici maintenant une représentation de la Lune. Formée peu de temps après la planète qui nous abrite, elle serait née d'une collision entre cette dernière et Theia, un impacteur. Celui-ci pouvant être une planète, une comète ou un astéroïde. En bref, un gros caillou ayant perdu la bataille. Beaucoup plus petite que la Terre, sa taille est visuellement presque identique à celle du Soleil, car elle est proche de notre habitat comparé aux autres planètes. Hormis sa fonction de satellite naturel permanent de la Terre et sa responsabilité sur la variation des marées, entre autres, ce qui n'est pas sans influence sur la vie de quiconque vit près de la mer, elle est depuis la nuit des temps une muse pour les artistes et une influence pour les cultures humaines en général. Je l'ai ici représentée avec des traits qui sont en échantillon des routes aériennes qui ne connaissent aucun répit. Bien qu'étant très loin, cela varie, mais prenons comme référence 384 000 km, elle est quand même plus jolie en vrai. Enfin, il est intéressant de noter qu'elle s'éloigne chaque année un peu plus de la Terre. Et cela irait en s'accélérant. Doit-on y voir ici un message céleste ? Était-ce mieux avant ? Pas nécessairement. En tout cas, ça dépend pourquoi et pour qui. D'ailleurs, comment peut-on épiloguer sur un sujet que nous connaissons uniquement via des textes, des images et évidemment notre imagination ? Une chose est certaine, le monde change. La palissade. Et cela va en s'accélérant. Nous avons de plus en plus de machines qui sont de plus en plus petites et de plus en plus performantes. Ce qui répond à nos besoins crée aussi des dépendances et une certaine déconnexion avec ce monde de l'avant. Je ne suis pas certaine qu'une certaine déconnexion soit le terme qui convient. Qu'est-ce qui a changé ? Tant de choses. Mais notons ici le passage d'un monde principalement rural à un monde métropolisé. Ce qui veut dire une déconnexion vis-à-vis de la nature. Enfin, nous sommes passés de moins d'1 milliard d'êtres humains, il y a 200 ans, à près de 8 milliards aujourd'hui. Autant de nouveaux avis, si tant est qu'ils comptent, et surtout, de nouveaux défis. Nous pouvons discuter sur la décortication et l'analyse de l'histoire. Mais accordons-nous sur l'idée controversée de la révolution industrielle. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est une poussière, un espace-temps minuscule, qui s'ajoute dans le monde bien vivant, d'un univers infini qui donne le tournis à notre imagination. La révolution industrielle est née en Angleterre au XVIIIe siècle, puis elle s'est étendue aux autres pays dits modernes, ceux-là même qui contrôlent encore le monde plus de 200 ans après. Pour la plupart d'entre nous, le poêle à bois est obsolète, utilisé majoritairement de manière romantique. Devant lui, des restes d'oiseaux, symbolisant l'avènement du joug industrialisé de l'homme sur le monde animal, y compris sur l'oiseau, souvent perçu comme un symbole de liberté. Et cette volonté ne date pas de la révolution industrielle, car le manque de tendresse des humains envers leurs colocataires n'est pas nouveau. Mais il s'est massivement amplifié et professionnalisé. Le poêle à bois est loin derrière nous. Qu'en est-il de notre rapport aux animaux ?
Celui qui gratte les murs de sa maison pour tirer un bénéfice de la vente de la roche qui la compose va à sa perte. Les abeilles, elles, construisent et alimentent leur maison. L'humain se fait souvent construire sa maison et la revend pour en obtenir une autre encore mieux. Cela grâce à la plus-value. L'humain déverse du carburant dans les airs, envoie des objets dans l'espace, salit la croûte terrestre. Et bien sûr, ces déjections pénètrent, s'infiltrent en profondeur dans la Terre. Je serais curieuse de savoir jusqu'à combien de kilomètres on trouve des traces de pollution à l'intérieur de notre habitat. Les insectes pollinisateurs, dont les abeilles domestiques et sauvages sont les principaux acteurs de l'indispensable pollinisation, 80% si l'on en croit les spécialistes. Elles auraient été décimées à hauteur d'environ 40% au cours des 10 dernières années en Europe. Cela ne serait pas dû à un effet extérieur de notre activité, mais à l'organisation que nous imposons à nos espaces de culture et de chasse, pêche et aux espaces naturels. L'absurdité de la monoculture se dispute sur le podium de la bêtise, avec les substances chimiques et les pesticides. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la pollution électromagnétique, encore assez peu connue, et d'autres facteurs encore que je nous invite à étudier ultérieurement. Nous avons vu la Terre de loin, puis nous nous en sommes rapprochés en faisant un saut sur la Lune. Nous avons évoqué une infinité des problèmes que nous posons à nos colocataires les animaux. Ces jolies couleurs sont ma représentation d'une zone morte. Sur la droite de l'image, la partie bleue montre un bout d'océan vivant, abritant des espèces variées. Alors qu'est-ce qu'une zone morte ? C'est une partie anormalement anoxique, diminution de l'oxygène de l'océan. Cela a pour conséquence le décès par asphyxie de la faune locale. Sans rentrer dans des chiffres trop poussés, notons qu'elles sont en constante augmentation depuis 50 ans, tout particulièrement depuis les années 90, et s'étendraient sur 245 000 km², la taille du Royaume-Uni. Encore une fois, ce phénomène est dû aux fertilisants et à l'agriculture de masse, selon la monoculture, qui érode les sols, créant ainsi des passages faciles pour que se répandent toutes ces saloperies. Bienvenue dans l'ère de l'Anthropocène. Si l'introduction nous a donné une vague idée de ce qu'est l'Anthropocène, il faut savoir que ce terme est relativement récent et qui n'est pas encore unanimement accepté par les géologues, les scientifiques en général, et les autres acteurs, médias, politiques, etc., susceptibles d'utiliser ce terme. Peu importe. Les mots vivront tant que les hommes vivront. Et tant que les hommes vivront, les mots se battront, car les hommes se battent, avec des mots, des mains et des engins. Surtout des engins et des mots. Cette photo, une représentation humanoïde, souligne encore notre éloignement de la nature. En géologie, l'Holocène, moins 11 700 ans jusqu'à maintenant, plus chaud, et la période subséquente au Pléistocène, avant moins 11 700 ans, plus froid. Anthropocène, du grec anthropos, être humain, et kainos, nouveau. Au-delà des définitions et des mots, combien sommes-nous à ressentir ce besoin viscéral de respecter la nature et de changer de paradigme ? Ne suis-je que sous l'influence d'un autre lobby invisible permettant d'expliquer aux pauvres et aux classes moyennes inférieures et classes moyennes, pourquoi elles doivent rester dans le besoin ? Comment expliquer que depuis l'âge de 4 ou 5 ans, je ressens cette inadéquation entre nos pratiques et nos approches utilitaristes, égoïstes et distanciées de la nature. En écrivant pour cette exposition, je réalise à quel point il est parfois difficile de faire le distinguo entre ce qui est vrai et les fake news, ou même la croyance populaire, sans doute fausse, qu'on retrouve sur beaucoup de lèvres, y compris celles des plus intelligents. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas alarmé uniquement du fait des informations ou de mes lectures, mais aussi et surtout de manière instinctive et intuitive.
Si le mot instinct peut avoir une signification variable selon les époques et les cultures, c'est un bon guide qui peut tuer, certes, mais qui dans bien des cas sauve. C'est sur une machine que je tapote ces idées, et c'est via une machine que j'enverrai les fichiers qui constitueront cet objet qu'une autre machine imprimera. Et c'est à l'aide de nombreuses autres machines que vous pourrez en prendre connaissance. Si toutefois les machines ont décidé que cela pouvait vous intéresser. Vous suivez ? La force des machines d'aujourd'hui ne réside pas uniquement dans leur puissance de destruction ou de construction, mais dans la collecte d'informations à très grande échelle. Jusqu'où cela est-il naturel, ou plutôt souhaitable ? L'architecture, c'est l'ensemble des habitats créés par l'homme et pour l'homme. Depuis les cabanes des premiers hommes jusqu'au gratte-ciel, cette pratique, désormais considérée comme un art, ne cesse d'évoluer pour répondre aux besoins de ces animaux au cortex cérébral très développé que nous sommes. L'architecte est un créateur de plans, et les plus émérites d'entre eux ne sont pas là uniquement dans un but mercantile, mais ont pour volonté suprême le bien-être de l'être humain. Celui-ci passe par la compréhension de l'environnement naturel déjà présent, qu'il faut donc respecter, tout en le modifiant, ainsi qu'en créant des espaces propices à nos différentes activités, soit à peu près 30% de temps de sommeil et 70% d'activités diverses mêlant travail, loisirs, repos, oisiveté, rencontres, prières, sport, sexe, guerre, apprentissage, maltraitance et bientraitance des animaux, et ainsi de suite. Comment rester proche de nos origines d'êtres nécessitant un rapport à la nature, quand la majorité d'entre nous habitent des espaces urbains ? Libre à vous d'imaginer ce que vous voulez pour cette photo. Je dois quand même remercier son origine, bien que transformée, c'est-à-dire l'architecte Su Fujimoto et son œuvre « Nuages ». Autrefois, les caractéristiques des matériaux étaient simples. Pour le Parthénon, c'était du marbre trouvé sur place. C'était le seul matériau employé, depuis le dallage jusqu'au toit. Actuellement, l'énumération des matériaux spécifiques pourrait remplir des volumes entiers, qu'il s'agisse d'un énorme bâtiment ou d'une petite station essence. Il y a les plaques de métal émaillées, l'acier trempé, les conduites d'eau, les charpentes métalliques, la plomberie, les installations sanitaires, les châssis, la ferronnerie, etc. La splendide unité des matériaux est une chose du passé. La matière première n'est plus première, puisqu'elle est elle-même le produit d'une quantité de transformations industrielles. Aujourd'hui, personne dans le bâtiment, en dehors des spécialistes, ne sait comment sont faites les billettes d'acier, ni quelles sont ses qualités. La plupart des matériaux sont tout bonnement commandés par téléphone ou via Internet. Richard Neutra, titre original, Survival Through Design, 1954. Pas évident de représenter quelque chose que l'on ne peut, pour ainsi dire, pas voir. L'électricité est un flux d'électrons caractérisé par leur énergie et leur vitesse. Si l'on ne peut pas voir l'électricité, on peut voir ses effets secondaires, la foudre. La lumière est composée de photons, ils sont sans masse et ne portent aucune charge électromagnétique. Lorsque nous voyons la foudre ou tout autre des charges électriques, les électrons se déplacent dans l'air, ce qui le fait chauffer et émettre des photons. Nous ne voyons que les photons, mais les électrons se déplaçant dans l'air sont la cause première de la foudre. Dans le chapitre Les changements, j'évoquais la révolution industrielle, et c'est la maîtrise du courant électrique qui est à l'origine de ces changements massifs. Près de 100 ans après la Révolution française, Thomas Edison créa la General Electric, une compagnie aujourd'hui classée dans le top 5 des pollueurs atmosphériques mondiaux. Pionnier de la diffusion de l'électricité, entre autres, nous lui devons aussi le kinétographe, le kinétoscope, le phonographe,
la chaise électrique et une grande quantité de brevets qui auront permis des avancées dans nombre de domaines utilisés par la plupart d'entre nous. Si de manière générale, il est difficile de trouver des chiffres fiables, car ceux-ci changent pour ainsi dire chaque jour, en plus d'avoir des critères et des techniques de comptage qui varient, il est intéressant de savoir qu'actuellement dans le monde, entre 10 et 20% de la population n'a pas accès à l'électricité. Aussi, chaque jour naissent environ 400 000 personnes, soit une ville comme Brno ou Florence, et 160 000 meurent, soit une ville comme Sherbrooke, Canada. L'accroissement de la population et de ses besoins, nouveaux ou anciens, entraîne une augmentation de nos nécessités, qui se répercute sur tous les secteurs de l'industrie et sur la consommation des ménages. C'est subjectivement que je représente ici ce que j'appellerais l'énergie perdue, c'est-à-dire celle que nous usons sans l'utiliser, comme par exemple, et ce n'est là qu'un microscopique exemple, ce lampadaire dans une rue déserte. Il faudra donc dans le futur, ou dès aujourd'hui, se poser les questions suivantes. Comment mieux partager l'énergie existante et accroître sa production, tout en ayant un impact écologique diminué? Et dans cet exemple précis, que l'on peut appliquer à nombre d'autres énergies perdues dans les domaines privés et professionnels, doit-on éclairer une rue déserte en pleine nuit? Sans oublier que l'éclairage de certains axes des villes en pleine nuit permet de créer un confort, mais surtout un sentiment de sécurité pour les rares passants, véhiculés ou non. Depuis la nuit des temps, c'est à pied que l'homme parcourt ce qui était encore, il n'y a pas si longtemps, un vaste monde impénétrable. L'impénétrabilité de ce monde se rapetisse au fur et à mesure que passent les millénaires et les siècles, que diminue avec la domestication des animaux et l'agriculture d'abord, la création des voies de passage sur la terre et sur la mer, et l'avancée des techniques, et enfin, des inventions telles que ces nombreux engins qui nous permettent d'aller toujours plus loin et surtout plus vite. Des machines souterraines, volantes ou des bolides frottant le sol du haut de leur puissance. Le besoin de mobilité est fondamental pour la survie psychologique. Et si le chasseur-cueilleur d'hier est désormais un employé de bureau, tous deux ont en commun le besoin de se déplacer. Pour l'un, c'était la recherche de denrées nécessaires à sa survie, quand pour l'autre, qui peut techniquement travailler depuis chez lui, ce besoin est plus complexe, à l'instar de nos sociétés. Routier, principalement, maritime, ferroviaire, aérien, fluvial. Voici une image qui représente un échantillon des voies de transport, centrales dans la vie de chaque être humain. Si le transport a pendant longtemps été l'apanage des êtres vivants et des véhicules physiques, il existe au XXIe siècle un nouveau type de transport. Le transport d'informations grâce à la formidable invention d'Internet. Inutile de définir ce qu'est un touriste, car dans le monde occidental, nous le sommes tous. Je ne connais dans mon entourage aucune personne ayant effectué un voyage pour d'autres raisons que le plaisir de découvrir un endroit différent de son environnement habituel. C'est même l'occasion pour de nombreuses personnes d'afficher ses richesses, en collectant des photos partagées sur les réseaux sociaux. C'est donc devenu un moyen de définir un certain statut social. Je voyage, donc je suis. Et pourtant, quelques décennies plus tôt, le tourisme était l'apanage soit d'une élite, soit de personnes ayant une volonté plus forte que celle de leurs semblables de l'époque. Il n'y a pas si longtemps, voyager signifiait pour beaucoup sortir de sa zone de confort et se mettre dans une certaine difficulté, plutôt plaisante pour quiconque fait preuve d'un certain goût de l'aventure. Désormais, avec Internet, tout est facilité. Encore une fois, si l'utilisation de chiffres est un jonglage hasardeux, il semblerait que une personne sur 10 est employée par l'industrie du tourisme dans le monde. 8% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au tourisme. Il est en augmentation de 4% par an
Et avec les pays dits émergents, on peut prévoir des hausses massives de ces chiffres. Il est bien sûr impossible de prévoir l'avenir et les catastrophes environnementales, les guerres, les épidémies et autres actes de terrorisme qui viendront diminuer ces flux. Si le tourisme massifié est une formidable aubaine pour nombre de familles qui peuvent ainsi vivre décemment et avoir accès à la modernité, c'est aussi un redoutable fléau qui creuse les inégalités et dénaturalise les peuples et les lieux. La publicité fait partie d'un monde irréel qui nous offre la projection de ce que nous voulons être. Pour être efficace, elle doit s'adresser à nous. Et ce qui intéresse le plus chaque être humain, c'est lui-même. Pour pouvoir vendre un produit, la publicité doit nous séduire et ainsi créer notre adhésion à l'image qu'elle véhicule, donc à l'image que nous avons nous-mêmes et à celle que nous souhaitons communiquer aux autres. La matière première d'un publicitaire est l'utilisation et la transformation ou manipulation de signes, d'images et de symboles. Cette photographie représente l'omniprésence outrancière de la publicité dans la rue, mais surtout dans nos esprits, et aussi dans tous les supports numériques que nous utilisons. Depuis la création des premiers journaux d'annonces, il y a plusieurs siècles, destinés à l'élite, ceux qui savaient lire, puis des affiches, jusqu'à la publicité dite moderne, les techniques pour envahir des espaces de cerveau disponibles sont sans cesse améliorées, en ayant recours à la psychologie, à l'étude des masses, à des enquêtes et expérimentations diverses sur des sujets donnés. Un peu comme des rats de laboratoire, à la différence que l'issue n'est pas la mort. L'énergie dont nous disposons et que nous dépensons pour le divertissement est variable selon les cultures, les pays, les classes sociales et les individus. Que nous soyons plutôt attirés par la lecture, la projection de films indépendants ou de masse, l'opéra, les vidéos de comics sur le net, le théâtre, le graffiti, les feux d'artifice, les Jeux olympiques ou le scrollage sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Rien ne supprime ce besoin ancestral que nous avons de nous divertir, et donc de nous échapper momentanément de nos préoccupations réelles. L'irréalité qu'offre donc le spectacle est alors une échappatoire que nous pouvons qualifier de nécessaire. Et le fait que tu lises ce texte, ou que tu m'écoutes, et regardes la photo associée, en est une maigre, mais décente preuve. La marchandisation et l'industrialisation du divertissement posent cependant un certain nombre de questions, dont celle-ci. Si se distraire veut dire s'éloigner de l'essentiel, Blaise Pascal, jusqu'à quel point cela est-il souhaitable? Où en sommes-nous à l'ère de l'utilisation massive des réseaux sociaux et autres plateformes de divertissement? Quel est l'impact sur nos rapports entre humains? Et dans le fond, qu'est-ce que l'essentiel? Les paradoxes sont en chacun de nous. Et si les contrastes ne sont pas exagérés et destructeurs, ils ajoutent une passionnante couche de complexité aux êtres, à la fois simples, banals et ténébreux, ou énigmatiques que nous sommes. L'art et sa définition, qu'elle soit le fruit d'un quidam au comptoir ou d'un intellectuel reconnu, fait jaser, épiloguer, discuter et s'embrouiller tous ceux, ou du moins beaucoup de ceux, qui ont la chance de ne pas penser uniquement à leur survie. L'artiste fait rêver ou énerve, c'est selon. En tout cas, il crée un sentiment d'identification ou de rejet bien réel, lui. Il y a 3 modèles qui font rêver: le politique, le sportif et l'artiste. Ils représentent tous l'accès au pouvoir, des pouvoirs différents. Le sportif et l'artiste ont la chance d'être les plus adulés. Au-delà des définitions, je crois que l'art est un remède, une sorte de médicament, physique ou non. Je cultive dans le jardin de mon imagination ce paradoxe. La définition d'artiste
et le fait de se considérer comme tel m'emmerde au plus haut point. Je continue à proposer des projets divers que je pousse au maximum de mes compétences, et cela ne peut se dissocier d'un besoin de créer et de toucher les autres, donc d'être artiste. Quel que soit le sujet, pour peu qu'il soit radiographié, la chute dans l'écueil d'idées passéistes, conformistes ou vaguement post-rebelles est très facile. L'art, qui était autrefois partagé entre l'art avec un grand A, destiné aux riches, et l'art avec un petit a, pour la plèbe, souvent transmis de manière orale, est désormais bien plus intéressant, car bien plus diffusé. Encore faut-il vouloir creuser. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, érudit ou pas, votre device ou votre étagère de bibliothèque peut contenir des œuvres classiques, jadis considérées comme réservées à une élite qui se croyait plus intelligente, ou des œuvres dites populaires venant du peuple, bien qu'ayant une diffusion mineure. À côté de ces ouvrages classiques, vous pouvez avoir sur votre étagère un ouvrage sur le hip-hop new-yorkais des années 90, un livre sur la peinture malgache, ou un film kazakh des années 60. Ce que j'appelle donc ici la pop-artisation du monde, en faisant ici un clin d'œil à un mouvement déjà grand-père, aide à la transmission de la création en général. Je nous invite donc à ne pas tomber dans la facilité et à multiplier nos recherches pour ne pas être des consommateurs, mais plutôt des admirateurs curieux de l'incroyable création protéiforme qui nous est offerte. Si cette vieille voiture représente ici la camisole de force, la machine, qui éloigne l'homme de ce qui lui est indispensable, la nature, la question est la suivante. Comment et jusqu'à quel point créer et utiliser des machines et des environnements qui ne soient pas antagonistes, mais complémentaires à un développement qui respecte nos origines fondamentales? L'attraction du vide est une sensation contre laquelle nous ne pouvons pas lutter. Notre nature humaine est définie par différents antagonismes. Le besoin de vivre et la destruction de soi, des autres, etc. Le besoin de vitalité et la grande fatigue, celle-ci étant des conséquences externes et ou des résultantes de nos réflexions et actions personnelles. Le besoin de se battre ou le désintéressement de toute chose. Le drame et la beauté de nos courtes vies réside dans le fait que chaque décision est unique. A posteriori, nous pouvons bien sûr changer radicalement de cap, pour le meilleur ou pour le pire. Mais nous ne pouvons jamais revenir au moment T. C'est ainsi que chaque nouvelle décision vient rajouter des strates d'expérience, fondatrices ou destructrices. C'est le luxe que disait Anne. Jusqu'à ce que les forces vives viennent à faner, et qu'enfin, peur et soulagement, s'éteigne la poussière d'étoiles ou la défécation cosmique que représente un individu. Un rien qui se prend pour un tout, dans un tout qui n'est rien. Un rien infini. La planète était là avant nous, et elle le sera après. Nous ne sommes pas en mesure d'imaginer quelles formes de vie nous succéderont, si nous sommes l'élément moteur qui détruira le monde animal et végétal tel que nous le connaissons actuellement. Nous savons déjà qu'un certain nombre d'espèces ont disparu ou disparaîtront du fait de nos activités. En tant que rien, s'appropriant le tout, nous sommes responsables. Et c'était bien là, je crois, le sujet de cet exposé photographique. J'espère très humblement qu'il nous a permis d'appréhender quelques-unes des problématiques de notre temps, qui ne sont rien de moins que le fruit des héritages et des évolutions de milliers de générations d'hommes et de femmes, d'horizons et de cultures très différents, qui partagent tous le besoin d'exister, de survivre, de transmettre et de comprendre, entre autres. Ces différents besoins comportent des explications des pages les plus noires et les plus absurdes de l'histoire de l'humanité. Aussi, ils comportent l'essence même
de la beauté de la vie humaine, qui est intimement liée au monde animal et végétal.